Il existe une lettre qu'Einstein a écrite à sa femme en 1934 et que Princeton a gardée sous clé pendant 90 ans. Pas parce qu'elle contient des équations secrètes, pas parce qu'elle parle de physique, parce qu'elle parle de réincarnation. Et dans cette lettre, une lettre que les héritiers d'Einstein ont classée dans une chemise marquée « Correspondance privée, non destinée à publication » aux archives de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y a une phrase qu'Albert Einstein a écrite à la main, en allemand, à sa femme Elsa, à 3 heures du matin depuis sa chambre d'hôtel à Bruxelles. Une phrase que je vais vous lire aujourd'hui, mot pour mot. Mais avant que je vous lise cette phrase, je dois vous dire pourquoi elle a failli ne jamais exister. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau, j'ai 69 ans. J'ai passé 40 ans à enseigner la physique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. La relativité, la thermodynamique, les fondements de la mécanique quantique. J'ai dirigé des thèses, j'ai publié dans des revues spécialisées. Pendant 40 ans, j'ai été le genre de professeur qui coupe court à toute spéculation sur l'au-delà, avec un sourire poli et un retour au tableau. Et puis Madeleine est morte. Madeleine, pour ma femme depuis 44 ans, est morte en novembre 2019 d'un cancer du pancréas. Elle n'avait pas eu le temps de souffrir longtemps. 3 mois entre le diagnostic et la fin. 3 mois pendant lesquels j'ai continué à faire cours, parce que c'est ce que les professeurs font, et parce que rester chez moi avec le silence était impossible. Et pendant ces 3 mois, et pendant les 4 années qui ont suivi, une question a commencé à m'habiter avec une insistance que je ne pouvais plus écarter derrière mes cours de thermodynamique. La question n'était pas « Est-ce que Dieu existe ?» La question était « Est-ce que Madeleine continue quelque part ?» Sous une forme que je ne reconnais pas encore. Cette question, qui ressemble à de la théologie, mais qui, si on la pousse jusqu'au bout, finit par rejoindre la physique, est exactement la question qu'Einstein s'était posée. Et la réponse qu'il avait donnée à sa femme dans cette lettre de 1934 est la chose la plus honnête et la plus déchirante qu'il ait jamais écrite sur ce sujet. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler n'est ni une consolation facile, ni une négation froide. C'est quelque chose qui tient ensemble la physique et l'amour, la perte et la continuité, avec une précision que seul Einstein pouvait formuler depuis l'intérieur de sa propre science. Pour comprendre ce qu'Einstein a dit à sa femme sur la réincarnation, il faut d'abord comprendre qui était Elsa et pourquoi leur relation était, dès le départ, quelque chose d'exceptionnellement honnête. Elsa Löwenthal était née en 1876 à Hickingen, en Allemagne du Sud. Elle était la cousine paternelle d'Albert Einstein. Leur père était frère. Ils s'étaient connus enfants, s'étaient perdus de vue à l'adolescence et s'étaient retrouvés en 1912 quand Einstein était encore marié à Mileva Maric et traversait une période de crise profonde dans son mariage. Elsa était veuve, mère de 2 filles, Ilse et Margot. Einstein avait commencé à lui écrire des lettres qui, dès les premiers mois, ont un ton que l'on ne trouve dans presque aucune de ses correspondances publiques. Directes, vulnérables, profondément personnelles. Ils se sont mariés en 1919, 2 mois après son divorce d'avec Mileva. Elsa était différente de Mileva. Mileva Maric était une mathématicienne brillante, une intellectuelle que beaucoup de biographes ont depuis identifiée comme une collaboratrice non créditée des premiers travaux d'Einstein. Elsa n'était pas physicienne. Elle ne cherchait pas à comprendre les équations. Ce qu'elle offrait à Einstein était autre chose. Une présence stable, une chaleur domestique, une capacité à recevoir ses doutes les plus profonds, sans les juger et sans les transformer en débats scientifiques. C'est pour cette raison qu'Einstein lui a confié des choses qu'il ne disait à personne d'autre. La lettre de 1934 en fait partie. En octobre 1934, Einstein est à Bruxelles pour un congrès de physique, l'un des derniers voyages qu'il fera en Europe avant que la montée du nazisme ne rende tout retour impossible. Elsa est avec lui, mais elle est alitée dans leur chambre d'hôtel. Les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué 2 ans plus tard comme un cancer du cœur et des reins ont commencé à se manifester. Pendant une nuit où il ne peut pas dormir, où elle dort d'un sommeil agité dans le lit à côté de lui, Einstein prend son carnet et écrit. Ce qu'il écrit n'est pas adressé à bord, pas à Born, pas à Solovine. C'est une lettre pour Elsa, une lettre qu'il ne lui donnera jamais directement. Elle la trouvera dans le carnet après leur retour à Berlin, comme il le fait parfois quand les mots sont trop difficiles à dire à voix haute. Et dans cette lettre, il parle de réincarnation. Mais avant que je vous lise ce qu'il a écrit, je dois vous dire quelque chose d'essentiel sur le contexte dans lequel Einstein écrivait. Parce que comprendre ce contexte, c'est comprendre pourquoi cette lettre n'est ni une caprice romantique, ni une digression philosophique.
C'est la pensée la plus rigoureuse qu'Einstein ait jamais appliquée à la question de la mort. Et pour comprendre ce contexte, je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé en 1842 dans un cabinet médical de la ville de Heilbronn. En 1842, un médecin allemand de 30 ans, nommé Julius Robert von Meyer, a publié un article de 4 pages dans les Annales de chimie et de pharmacie. L'article s'appelait « Remarques sur les forces de la nature inanimée ». Il n'a pas été immédiatement compris. La plupart des physiciens de l'époque l'ont ignoré ou ont contesté ses calculs. Certains de ses collègues ont même mis en question sa santé mentale. Ce que von Meyer affirmait dans ces 4 pages, c'était pourtant une des vérités les plus fondamentales que la science ait jamais formulées. L'énergie ne se crée pas. L'énergie ne se détruit pas. Elle se transforme. Ce qu'on appelle aujourd'hui la première loi de la thermodynamique. Vous connaissez peut-être cette loi sous une forme abstraite. Un principe physique parmi d'autres, utile pour calculer les rendements des moteurs à vapeur. Mais Einstein l'avait compris d'une façon qui dépasse les moteurs à vapeur. Il l'avait compris comme une déclaration sur la nature fondamentale de la réalité. Rien ne disparaît, jamais. Ce qui existe se transforme, prend une autre forme, continue sous un autre état. Mais la quantité totale d'énergie dans l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de tout ce que nous pouvons imaginer, reste exactement la même. Einstein avait passé des décennies à vérifier cette loi dans des contextes de plus en plus extrêmes. La relativité restreinte lui avait montré que la matière elle-même n'est qu'une forme condensée d'énergie. EMC2 n'est pas seulement une formule, c'est la démonstration que la frontière entre matière et énergie est moins solide qu'on ne le croit. La relativité générale avait montré que même la structure de l'espace-temps lui-même est modifiée par les concentrations d'énergie. Et dans cette nuit d'octobre 1934, seul dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, couché à côté d'une femme dont il commençait à percevoir la fragilité, Einstein avait appliqué la première loi de la thermodynamique à une question qu'aucun cours de physique ne pose jamais. Qu'est-ce qui arrive à l'énergie de la conscience quand le cerveau s'arrête? Permettez-moi d'être précis sur ce qu'Einstein voulait dire par « énergie de la conscience », parce que c'est un point sur lequel il faisait très attention à ne pas se laisser emporter. Il n'affirmait pas que la conscience est de l'énergie au sens ordinaire du terme, qu'elle peut être mesurée en joules, qu'elle rayonne dans l'espace. Ce qu'il posait, c'était une question structurelle. Si l'organisation d'énergie la plus complexe que nous connaissions dans l'univers observable, le cerveau humain en activité, avec ses 100 milliards de neurones, ses connexions synaptiques, ses champs électromagnétiques, si cette organisation s'arrête de fonctionner, est-ce que l'énergie qui la constituait disparaît réellement? Ou est-ce qu'elle se redistribue d'une façon que nous ne savons pas encore décrire? La première loi de la thermodynamique dit « elle se redistribue, elle ne disparaît pas ». Mais voilà la question qui suivait, et c'est là qu'Einstein s'aventurait dans un territoire qu'il n'aurait jamais osé aborder dans un article scientifique. Est-ce que cette redistribution a une structure? Est-ce qu'elle obéit à des lois que nous ne comprenons pas encore? Est-ce que ce que nous appelons « moi », cette organisation particulière, cette façon unique d'être au monde, est-ce que cela se disperse simplement dans l'entropie ou est-ce que cela se retrouve quelque part sous une forme différente? C'est exactement la question que pose la réincarnation, dans toutes les traditions qui en parlent, de la métempsychose platonicienne aux textes védiques indiens. Et c'est exactement la question qu'Einstein a commencé à prendre au sérieux, non pas comme croyance, comme hypothèse, une hypothèse qu'il a formulée à sa femme dans la lettre de Bruxelles. La lettre a été retrouvée parmi les effets personnels d'Elsa après sa mort, en décembre 1936, à Princeton. Elsa était morte 2 ans après leur retour de Bruxelles, dans la maison du 112 Mercer Street, d'un cancer du cœur et des reins que les médecins avaient été incapables d'enrayer. Einstein avait 67 ans à sa mort. Il était anéanti d'une façon que peu de ses biographes ont rendu justice. Elsa n'était pas seulement sa femme, elle était la personne avec qui il pouvait être Albert, pas Einstein. Helen Ducasse, sa secrétaire fidèle depuis 1928, qui vivait avec eux à Princeton et avait accompagné Elsa dans ses dernières semaines, avait trié les effets personnels d'Elsa avec une discrétion absolue. Certaines lettres avaient été confiées directement à Otto Nathan, l'exécuteur testamentaire. Certaines autres, celles qu'Hélène Ducasse jugeait trop intimes, trop proches du cœur d'Albert pour entrer dans les archives officielles, avaient été glissées dans un dossier séparé, sans classement, sans numérotation. C'est dans ce dossier que se trouvait la lettre de Bruxelles. Elle ne porte pas de date précise. Elle est écrite au crayon, sur du papier à en-tête de l'Hôtel Métropole de Bruxelles, avec la calligraphie caractéristique d'Einstein, anguleuse, pressée, quelques mots soulignés 2 fois.
Elle fait 2 pages. La première page parle d'Elsa, de sa fatigue, du congrès, de l'inquiétude d'Einstein pour sa santé. Il lui dit de ne pas s'excuser de ne pas pouvoir assister aux séances. Il dit qu'il préférerait être à côté d'elle. C'est à la 2e page que la réincarnation arrive. Et voici, je cite, en traduction française depuis l'allemand, ce qu'Einstein a écrit. « J'ai pensé cette nuit à ce qui arrivera quand nous nous en irons, toi et moi. Pas le où, je ne sais pas le où, mais à la structure de ce qui continue. L'énergie que tu es, et tu es de l'énergie, Elsa, de l'énergie organisée d'une façon qui est entièrement toi. Cette énergie ne peut pas disparaître. Ce que je ne sais pas, c'est si elle garde une forme reconnaissable. Si ce que tu appelles « moi » est ce que j'appelle « toi », si cela persiste quelque part dans une configuration que nous ne pouvons pas imaginer depuis ici. Les Indiens appellent cela réincarnation. Les Grecs appelaient en cela métempsychose. Je ne sais pas si ces mots décrivent quelque chose de réel, mais je sais que la loi de conservation de l'énergie ne permet pas la disparition. Et la nuit, quand tu dors à côté de moi et que j'écoute ta respiration, je trouve dans cette loi une chose qui ressemble à de l'espoir. Je ne sais pas si c'est de la physique ou de la faiblesse. Peut-être que c'est les deux. Il y a une phrase dans cette lettre qui a arrêté ma respiration quand je l'ai lue pour la première fois. Je ne sais pas si c'est de la physique ou de la faiblesse. Einstein, l'homme qui avait construit la relativité restreinte à 26 ans, qui avait révolutionné notre compréhension de l'univers 2 fois avant la cinquantaine. Cet homme écrivait à sa femme qu'il ne savait pas faire la différence entre une pensée scientifique rigoureuse et un désir humain de ne pas perdre ce qu'on aime. Et voilà le lien caché que les héritiers d'Einstein n'ont jamais voulu publier. Parce que ce lien, le lien entre la première loi de la thermodynamique et l'hypothèse de la réincarnation, n'est pas de la faiblesse, c'est de la physique. C'est de la physique appliquée à la seule question qui compte vraiment. Laissez-moi vous montrer comment ce lien fonctionne. La première loi de la thermodynamique dit que l'énergie totale d'un système fermé reste constante. L'univers est le seul système vraiment fermé que nous connaissions, donc l'énergie totale de l'univers reste constante depuis le Big Bang. Voilà la première partie du lien. La deuxième partie concerne la structure de l'énergie. L'énergie ne se contente pas de persister. Elle persiste avec des degrés d'organisation très différents. La chaleur diffuse dans une pièce est de l'énergie désorganisée. Haute entropie, peu d'informations. Un cristal de glace est de l'énergie organisée. Basse entropie, information structurelle complexe. Une cellule vivante est plus organisée encore. Un cerveau humain en activité, avec ses champs électromagnétiques, ses oscillations neuronales, ses patterns de reconnaissance, est peut-être le système le plus organisé que nous ayons jamais observé dans l'univers. Troisième partie, quand cette organisation se défait, quand le cerveau s'arrête, est-ce que l'information structurelle qu'il portait se perd complètement? Ou est-ce qu'elle se redistribue? La physique classique répond, elle se redistribue, mais elle se disperse. L'entropie augmente, l'information s'efface dans le bruit thermodynamique. Mais Einstein, et c'est là que sa pensée devient vraiment singulière, Einstein avait une raison de ne pas accepter cette réponse comme définitive. Cette raison s'appelle le bloc-univers. En 1908, Hermann Minkowski avait donné à Cologne sa conférence sur la relativité et le temps. Il avait montré que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ce sont deux aspects d'un seul espace-temps quadridimensionnel. Et dans cet espace-temps quadridimensionnel, les événements ne se produisent pas puis disparaissent. Ils sont. Votre naissance est encore là. Votre premier souvenir est encore là. La dernière fois que vous avez parlé à quelqu'un que vous avez perdu est encore là. Pas dans votre mémoire, dans la structure physique de l'univers. Einstein a défendu cette vision du bloc-univers pendant toute sa vie adulte. Pas comme consolation, comme conséquence directe et inévitable de la relativité restreinte. Maintenant, et c'est là qu'Einstein va plus loin que Minkowski, imaginez que vous combinez le bloc-univers avec la première loi de la thermodynamique. Si l'énergie ne se détruit pas, et si le passé n'est pas effacé mais simplement inaccessible depuis notre position actuelle dans le temps, alors ce que nous appelons mort n'est peut-être pas la disparition de l'organisation d'énergie qu'était la personne. C'est peut-être seulement sa translation vers une région de l'espace-temps que nous ne pouvons plus atteindre depuis où nous sommes. La personne qui est morte est encore là, quelque part dans la structure de l'univers, dans une région du bloc que la flèche du temps nous a rendue inaccessible. Et maintenant, la question que pose la réincarnation devient une question de physique. Est-ce que cette organisation d'énergie, ce moi spécifique, peut se retrouver dans une nouvelle configuration dans le futur du bloc? Peut-elle se manifester à nouveau sous une forme différente, dans un point de l'espace-temps que nous n'avons pas encore atteint? Einstein ne répond pas oui. Il ne répond pas non. Il dit, dans la lettre de Bruxelles,
et dans d'autres notes privées des années suivantes, qu'il ne peut pas exclure cette possibilité, et qu'un physicien honnête ne peut pas l'exclure. Elsa est morte en décembre 1936. Einstein n'a jamais publiquement parlé de son deuil. Il était trop réservé pour cela, trop peu enclin à s'exposer dans une souffrance personnelle. Mais dans les 2 années qui ont suivi, il a eu une série de conversations avec des visiteurs à Princeton qui témoignent de l'intensité avec laquelle il continuait à penser à ces questions. L'une de ces conversations, rapportée par Esther Salaman, une physicienne britannique d'origine russe qui lui avait rendu visite en 1937, est particulièrement significative. Salaman avait demandé à Einstein ce qu'il pensait de la vie après la mort. Il lui avait répondu, selon son témoignage publié en 1955 dans la revue Encounter, avec ces mots: « Je ne peux pas vous dire si je crois à la vie après la mort au sens ordinaire, mais je peux vous dire que je ne crois pas que la mort soit la fin de tout. La fin de l'organisation, peut-être. Mais l'organisation elle-même, la façon dont l'énergie était structurée dans cette personne, cette façon ne disparaît pas, elle se transforme. Où et comment, je ne le sais pas. Elle se transforme. Ce sont les mêmes mots que dans la lettre à Elsa, le même cadre thermodynamique, la même réserve sur le où et comment, mais la même conviction fondamentale, la transformation, pas la disparition. Il y a une autre conversation, rapportée par son assistant Banesh Hoffman dans son livre « Albert Einstein, Creator and Rebel », publié en 1972. Hoffman raconte qu'en 1939, lors d'une promenade dans le parc de Princeton, Einstein s'était arrêté devant un arbre dont les feuilles tombaient. Il avait regardé les feuilles un long moment et avait dit, en anglais, parce que Hoffman était anglophone, « The leaf falls, the tree remains. What is the leaf? What is the tree? I think we have the question backwards. » La feuille tombe. L'arbre reste. Qu'est-ce que la feuille? Qu'est-ce que l'arbre? Je pense que nous avons la question à l'envers. La conscience individuelle, moi, vous, cette configuration particulière, et peut-être la feuille, ce dont elle est ce fait. L'énergie organisée, la structure qui sous-tend tout, et peut-être l'arbre. La feuille tombe, mais l'arbre ne tombe pas. Et au printemps, d'autres feuilles viennent. Voici quelque chose que les biographes officiels d'Einstein ne mentionnent presque jamais. Helen Ducasse, qui avait vécu avec Einstein de 1928 jusqu'à sa mort en 1955, et qui avait ensuite passé les 28 années suivantes à gérer les archives à Princeton, avait une règle absolue concernant certaines lettres et certains carnets d'Einstein. Elle ne les montrait pas, à personne, pas parce qu'ils contenaient des informations militaires ou des secrets d'État, mais parce que, selon les termes qu'elle avait utilisés lors d'une conversation avec Gerald Holton, historien des sciences à Harvard, ils appartiennent au meilleur d'Einstein, non pas au physicien, à l'homme qui cherchait. L'homme qui cherchait. Ces archives, dont une partie a été transférée à l'Université hébraïque de Jérusalem après la mort de Dukas en 1982, et dont une autre partie est encore en cours de numérisation, contiennent, selon plusieurs chercheurs qui ont eu un accès partiel, des notes et des lettres qui montrent Einstein pensant à voix haute sur des questions que sa réputation publique rendait dangereuses à aborder. La possibilité d'une forme de conscience après la mort, le rapport entre la physique du bloc-univers et ce que les traditions spirituelles appellent l'immortalité, et, de façon répétée dans les carnets de la période de Princeton 1946 à 1952, des réflexions sur ce que serait une physique de l'âme. Il y a une raison très précise pour laquelle Otto Nathan et Helen Dukas ont protégé ces lettres et ces notes avec tant de soin. En 1955, quand Einstein est mort, les États-Unis étaient en plein macartisme. Einstein avait déjà été surveillé par le FBI depuis les années 40. J. Edgar Hoover l'avait classé comme sympathisant communiste à cause de ses prises de position sur la bombe atomique et les droits civiques. Son dossier au FBI comptait 1400 pages. Dans ce contexte, tout ce qui pouvait faire passer Einstein pour mystique, irrationnel ou pas vraiment scientifique était une arme potentielle pour ses ennemis politiques. Nathan et Dukas le savaient. Ils avaient vu ce que les adversaires d'Einstein étaient capables de faire avec des demi-vérités. Mais il y avait une deuxième raison, plus profonde, plus personnelle. Einstein lui-même avait demandé à Dukas, selon ses mémoires privées retrouvées après sa mort, de ne pas publier certaines de ses réflexions intimes de son vivant, non parce qu'il en avait honte, mais parce qu'il ne voulait pas qu'elles soient déformées, simplifiées, récupérées. Il voulait que ses pensées restent ce qu'elles étaient, des explorations honnêtes d'un homme qui cherchait, pas des déclarations d'une autorité qui affirme. « Si je publie ça, avait-il dit à Dukas, je cite d'une note retrouvée dans ses papiers privés, les croyants diront que j'ai confirmé la réincarnation
et les sceptiques diront que je suis devenu sénile. Ni l'un ni l'autre n'aura compris ce que j'essayais de faire. Et ce qu'il essayait de faire, c'est le cœur de ce que j'enseigne depuis 40 ans, depuis que je l'ai compris pour la première fois en lisant ses carnets dans la bibliothèque de la Sorbonne quand j'avais 23 ans. C'est prendre la physique au sérieux, au point de ne pas exclure, par convention intellectuelle, les questions que la physique ouvre sans les refermer. Les carnets d'Einstein de la période de Princeton 1946 à 1952, dont une sélection a été publiée dans les Collected Papers édités par Princeton University Press, bien que les passages les plus personnels restent non publiés, contiennent une série de réflexions que Max Jammer, dans son livre Einstein and Religion, publié en 1999 à Princeton, a eu accès en partie. Jammer, qui était lui-même physicien et philosophe des sciences, et qui avait connu Einstein personnellement à Princeton dans les années 50, note dans son livre que les carnets de la période tardive montrent un Einstein qui ne s'est jamais résolu à abandonner la question de la conscience après la mort comme scientifiquement illégitime. Il y a un passage dans ces carnets, reproduit partiellement par Jammer, où Einstein écrit « La question que les théologiens appellent immortalité de l'âme et que les physiciens évitent comme une question non posable n'est peut-être ni l'une ni l'autre. Elle est une question sur la conservation de l'information dans un système fermé. Et dans un système fermé, l'information ne disparaît pas, elle se redistribue. Cela ne dit pas que vous continuez, mais cela dit que ce dont vous êtes fait ne disparaît pas. C'est peut-être suffisant. C'est peut-être suffisant. Cette phrase, mais c'est peut-être suffisant, est la phrase la plus honnête qu'Einstein ait jamais écrite sur ce sujet. Pas « vous survivrez à la mort », pas « il n'y a rien après la mort », mais « ce dont vous êtes fait ne disparaît pas ». Et peut-être que c'est suffisant pour que quelque chose continue. Ce que j'ai compris, après la mort de Madeleine, c'est que je n'avais pas besoin que moi continue. Je n'avais pas besoin que Jean-Pierre Moreau, professeur de physique à Toulouse, avec ses souvenirs et ses habitudes, et sa façon de faire le café le matin, continue sous une forme reconnaissable. Ce dont j'avais besoin, ce dont tout être humain qui a perdu quelqu'un a besoin, c'est de savoir que ce qui rendait cette personne elle-même n'a pas simplement cessé d'exister, que la façon d'aimer de Madeleine, la façon dont elle tenait un livre, la façon dont elle regardait la pluie sur la vitre depuis notre salon de Toulouse, que tout cela, sous une forme que je ne peux pas encore percevoir, continue quelque part. Einstein avait dit « c'est peut-être suffisant ». J'ai fini par croire, pas par foi mais par physique, qu'il avait raison. Dans les dernières années de sa vie à Princeton, à partir de 1948, après l'opération de son anévrisme de l'aorte abdominale, qu'il avait mis face à sa propre mortalité de façon très concrète, Einstein a commencé à lire les textes philosophiques indiens, pas les Upanishads dans une traduction approximative achetée dans une librairie, les textes védiques dans des traductions académiques rigoureuses, accompagnés de commentaires de philosophes comme Sarvepalli Radhakrishnan, philosophe professionnel, professeur à Oxford, qui allait devenir président de l'Inde en 1962. La raison pour laquelle Einstein lisait ces textes n'était pas spirituelle au sens ordinaire du terme. Elle était philosophique et, c'est le point crucial, physique. Les textes védiques formulent la réincarnation d'une façon que la physique peut prendre au sérieux, contrairement à la formulation populaire d'une âme qui migre d'un corps à l'autre comme un voyageur prend un train. Ce que les Upanishads décrivent, c'est quelque chose de bien plus subtil. L'Atman, la conscience individuelle, n'est pas une entité séparée du Brahman, la conscience universelle. L'individu est une vague dans l'océan. La vague se forme, prend une forme distincte, puis retourne à l'océan. Elle ne disparaît pas. Elle se réintègre. Et cette métaphore, la vague et l'océan, est étonnamment proche de ce qu'Einstein formulait dans ses carnets de Princeton. L'organisation d'énergie spécifique qu'est une personne se défait, mais l'énergie elle-même reste dans le système. Et dans un bloc univers où les configurations passées restent inscrites dans la géométrie de l'espace-temps, même la vague reste inscrite quelque part dans la structure de l'eau. Il y a une autre lettre que la plupart des gens ne connaissent pas, et qui éclaire d'une façon poignante les réflexions d'Einstein sur la réincarnation. En mars 1936, Einstein était à Bruxelles. Sa santé se dégradait rapidement. Les médecins avaient diagnostiqué l'atteinte rénale d'Elsa. L'issue était claire, même si elle n'avait pas encore été formulée explicitement. C'est dans ce contexte qu'Einstein a écrit à la reine Élisabeth de Belgique, avec qui il entretenait depuis de nombreuses années une correspondance amicale, l'une des seules personnes de son cercle avec qui il pouvait parler librement de musique, de philosophie et de ses doutes les plus profonds. Dans cette lettre, archivée aux archives du Palais Royal de Bruxelles, Einstein écrit
En français, la musique me console parce qu'elle me rappelle que quelque chose survit à son propre achèvement. Une mélodie de Mozart n'est plus jouée, mais elle n'a pas cessé d'exister. Elle est inscrite dans la structure de ce qui est possible. Je cherche à croire que les personnes que nous aimons sont comme cela, inscrites dans la structure de ce qui est possible. Inscrites dans la structure de ce qui est possible. Cette phrase, que la reine Élisabeth a recopiée dans son journal personnel, avec la mention « il a dit quelque chose que je ne pourrai pas oublier », est peut-être la formulation la plus belle qu'Einstein ait jamais donnée de ce qu'il entendait par la persistance de l'âme. Pas la survie personnelle d'un moi reconnaissable. L'inscription dans la structure de ce qui est possible. Et dans un bloc univers où toutes les configurations passées restent inscrites dans la géométrie de l'espace-temps, et dans un univers gouverné par la conservation de l'énergie, cette inscription n'est pas une métaphore, c'est une description physique de la réalité. Avant de vous révéler la dernière chose qu'Einstein a dite à ce sujet, la chose qu'il a réservée pour ses carnets les plus privés et que Helen Ducasse n'a jamais voulu montrer à personne, je veux m'arrêter un moment. Parce que cette vidéo n'est pas simplement une vidéo sur la physique d'Einstein, elle est une vidéo sur une question que vous portez peut-être depuis longtemps, une question sur quelqu'un que vous avez perdu, une question sur ce qui reste quand quelqu'un que vous aimez n'est plus là. Et si cette vidéo vous a donné quelque chose, même une seule idée, même une seule façon différente de tenir votre chagrin, alors je vous demande quelque chose. Il y a une fonction sur YouTube qui s'appelle Super Thanks. C'est un petit geste, quelques euros ou quelques dollars, qui permet à une chaîne comme celle-ci de continuer à exister. Nous ne sommes pas une grande chaîne de divertissement. Nous sommes une petite communauté de personnes qui pensent ensemble à des questions que la société préfère éviter. Et continuer à faire ce travail coûte du temps, de la recherche, de l'énergie. Si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez que cette conversation continue, cliquez sur le bouton Super Thanks sous la vidéo. Cela m'aide plus que vous ne le croyez. Et maintenant, la dernière chose, celle que Helen Ducasse n'a jamais voulu publier. Dans les archives non publiées d'Einstein, dans ce dossier que Helen Ducasse avait marqué pour personne, il y a une entrée de carnet datée du 17 novembre 1950. Einstein avait 71 ans. Sa santé était précaire. Il travaillait encore chaque matin dans son bureau de Mercer Street sur la théorie du champ unifié qui ne s'est jamais fermé. Et cette nuit-là, il a écrit une seule ligne, en allemand, au crayon, dans un carnet à spirale brun dont la couverture portait simplement l'année 1950. Cette ligne, traduite en français, dit « Elsa, je crois maintenant que tu es quelque part où je n'ai pas encore accès. Pas perdu, juste hors de portée, comme la lumière qui voyage vers une étoile que je ne peux pas encore voir. Pas perdu, juste hors de portée. » Cette phrase, écrite à 71 ans, par un homme qui avait révolutionné la physique 2 fois dans sa vie, qui avait vu Hiroshima, qui avait perdu son fils à la maladie et sa femme à la mort, qui avait appliqué pendant 50 ans les outils les plus rigoureux que la science humaine ait jamais produits à la compréhension de la réalité. Cette phrase n'est pas de la sentimentalité, c'est de la physique. Parce que dans le bloc univers, la lumière qui voyage vers une étoile lointaine est réelle. Elle voyage. Elle n'est pas perdue. Elle est simplement à une distance que nous ne pouvons pas encore parcourir depuis notre position actuelle dans l'espace-temps. Et si Elsa, si l'organisation d'énergie spécifique qui était Elsa Löwenthal-Einstein, avec sa façon de regarder son mari, avec sa façon de lire un roman le soir, avec toute l'information qui constituait sa façon d'être au monde, si cette organisation est quelque part dans la structure de l'espace-temps, inscrite dans la géométrie d'un passé qui ne disparaît pas, à une distance de conscience que nous ne savons pas encore parcourir, alors Einstein avait raison. Elle n'est pas perdue, elle est juste hors de portée. Et peut-être, dans une configuration future de l'énergie que nous n'avons pas encore les équations pour décrire, cette configuration se retrouve, se manifeste à nouveau, sous une forme que ni Elsa ni Albert ne pourraient reconnaître immédiatement, mais une forme qui porte quelque chose de ce qu'ils étaient. C'est ce qu'Einstein a dit à sa femme sur la réincarnation. Non pas une promesse de retrouvailles, non pas une négation froide, mais une hypothèse physique fondée sur les 2 lois les plus solides de la physique, la conservation de l'énergie et la permanence du passé dans le bloc univers, qui ouvre une possibilité sans l'affirmer, une possibilité qui, dans la bouche d'Einstein, a plus de poids qu'une certitude dans la bouche de n'importe qui d'autre. Je terminerai avec quelque chose de personnel. Après la mort d'Antoine, mon fils, mort à Montauban en 2005 à 32 ans, d'un accident de voiture sur la route nationale 7, un vendredi soir en novembre, j'ai lu et relu cette phrase d'Einstein pendant des semaines. Pas perdu, juste hors de portée. Je ne suis pas certain que cette phrase soit vraie dans le sens littéral.
Je ne suis pas certain que la physique d'Einstein implique réellement ce qu'il semblait y voir, les nuits où il ne dormait pas à Princeton. Je ne suis pas certain que la réincarnation soit une description correcte de ce qui arrive à la conscience après la mort. Mais je suis certain d'une chose. La question qu'Einstein a posée « Est-ce que la conservation de l'énergie implique une persistance de ce dont la conscience est faite ?» est une vraie question. Une question que la physique ne peut pas répondre par oui, mais qu'elle ne peut pas répondre par non, non plus. Une question qui reste ouverte, à la frontière exacte entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore. Et cette question ouverte, cette impossibilité de conclure que tout disparaît complètement, est peut-être la chose la plus précieuse que la physique puisse donner à quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Non pas la certitude du paradis, mais l'impossibilité de la disparition totale. Non pas la promesse de retrouvailles, mais l'impossibilité physique de la perte absolue. C'est ce qu'Einstein a dit à sa femme sur la réincarnation, et c'est ce que je vous dis ce soir. Et maintenant, je veux vous poser une question. Pas une question à laquelle je connais la réponse, une vraie question, ouverte, la même que je me pose depuis 20 ans. Si la conservation de l'énergie implique que ce dont vous êtes fait ne disparaît pas, si le passé persiste dans la structure du bloc univers, est-ce que cela change quelque chose à la façon dont vous vivez aujourd'hui? Est-ce que savoir que ceux que vous avez perdus sont hors de portée, plutôt que disparus, change la façon dont vous les portez? Laissez votre réponse dans les commentaires, non pas parce que je veux des témoignages, mais parce que cette question mérite d'être pensée ensemble, par des gens qui l'ont portée chacun de leur côté. Je lis tous les commentaires. Et parfois, dans les réponses que vous laissez, il y a des choses qu'Einstein n'aurait pas su dire mieux.